France Inter. Ali Badou. Question politique. 12h13, notre invité, le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui est en train de s'installer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Emmanuel Macron cite des poètes grecs et vous citez Saint-Just. On trouve cette citation sur votre blog. « Oser », ce mot renferme toute la politique de notre révolution. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que c'est souvent par la détermination, l'action, que des choses que l'on croyait impossibles le deviennent. On est un pays où l'histoire nationale riche s'est écrite, notamment dans des grandes mobilisations populaires. Je pense à la Révolution française. Pour nous, ça nous inspire. Vous êtes révolutionnaire ? Il faut l'être, non ? Mais nous, on est pour une révolution citoyenne. Je crois qu'il y a une attente majoritaire dans le pays à ce que les choses changent. Il ne faut pas avoir peur du mot de révolution, à condition, bien sûr, qu'elle soit démocratique, qu'elle soit... Je pense que dans ce pays, c'est installé depuis longtemps le suffrage universel. Il faut évidemment que tout ça soit soumis à les élections. Mais bien sûr, il faut être révolutionnaire. Au XXIe siècle, ce monde, je crois, ces inégalités amènent chaque jour à tirer la conclusion qu'il faut en changer. Beaucoup de questions à vous poser, mais vous connaissez la tradition. Votre portrait, d'abord, Alexis Corbière, est signé Karine Bécard. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. C'est un petit bonjour, ça. Je vous sens inquiet. J'arrive à peine le temps de m'installer, déjà un portrait bigre. Depuis un petit peu moins de 20 ans maintenant, vous êtes un fidèle de Jean-Luc Mélenchon. Je dirais même que vous apparaissez, Alexis Corbière, totalement dévoué à la cause de votre patron, mieux à la cause de votre champion. Vous vous êtes rencontrés tous les deux au Parti Socialiste, comme quoi tout ce qui se passe au PS n'est pas forcément négatif. Et plus jamais, vous ne vous êtes éloignés. Vous êtes allés au ministère avec lui, vous vous êtes battus contre la Constitution européenne avec lui. Ensemble, vous avez quitté le Parti Socialiste parce qu'ensemble, vous avez créé le parti de gauche et c'est toujours ensemble que vous avez donné naissance à cette France insoumise. À y regarder de plutôt près, c'est vrai qu'assez peu de choses ne vous différencient. Vous êtes deux anciens trotskistes, des enfants de cœur. Et oui, quand vous étiez tout petit, devenus des professeurs, vous d'histoire et lui de français, admirateurs l'un comme l'autre de Robespierre, le révolutionnaire. Seulement, vous n'avez pas, Alexis Corbière, le même talent, Jean-Luc Mélenchon. Vous serez forcément d'accord avec moi, et bien plus éloquent. Il s'amuse avec les mots, il tonne quand il le faut, il a ce sens du verbe qu'il sait surtout porter très haut. Voilà, entre autres, ce qui fait de lui un général, quand vous apparaissez simplement comme le petit lieutenant. Un petit lieutenant, dites-moi, drôlement concurrencé par de nouveaux arrivants, parmi vos 17 députés qui, avec vous, viennent d'être élus à l'Assemblée. Certains n'ont pas mis longtemps à se faire remarquer. Remarquer parce qu'ils sont plutôt bons cogneurs, que les arguments sont déjà affûtés et les discours soigneusement préparés. Vous n'êtes plus le seul, Alexis Corbière, que les médias vont pouvoir inviter. Pour l'instant, rassurez-vous, c'est toujours vous qu'on voit le plus sur les plateaux télévisés. Vous restez promis juré, mais vous n'allez pas apprécier, pour la France insoumise, le Florian Philippot du Front National. Sauf que cette domination médiatique pourrait bien désormais changer assez vite. Vous me direz, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de montrer qu'on a des élus compétents en capacité de gouverner. Oui, c'est vrai. Et incontestablement, lors de la première session parlementaire, celle de cet été, qui était une session extraordinaire, vous et la France insoumise avez su vous agiter, réveiller l'hémicycle, prouver que vous aviez travaillé et surtout que vous étiez plutôt bien organisé. Bref, vous nous avez montré que vous saviez vous opposer. Est-ce que, pour autant, les Français vous voient maintenant prêts à débarquer à l'Élysée ? Permettez-moi d'en douter, parce qu'on oublie trop souvent de le rappeler, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui s'est qualifié au second tour de l'élection présidentielle. Non, il est arrivé 4e, après le président Macron, Marine Le Pen et même après François Fillon. Réaction, Alexis Corbière ? Merci pour ce portrait. Fidèle ? Non, mais parce qu'elle a pris le temps de suivre mon parcours, qui est un parcours parmi d'autres. Alors après, il y a le privilège qui a été le mien durant cette campagne. J'en ai été le porte-parole. J'avais pas pour ambition d'être le porte-parole unique. Je ne cherche pas à me comparer à Jean-Luc. J'ai toujours dit que c'est un maître pour moi. Faut pas avoir peur du mot. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans mon éducation politique. Et je ne me compare pas à lui, même s'il peut être après source d'inspiration sur plein de choses, etc. Alors vous aspirez quand même être peut-être son héritier, non ? Non. Par définition, quand tu fais ça, c'est que tu l'es pas. Donc ça se passe pas. Vous savez, c'est des choix. C'est pas une monarchie héréditaire. Non, il vaut mieux pas. Insoumise. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux. Non, déjà non. Et puis après, une chose. Moi, je me félicite, mais prenez-le vraiment au premier degré. C'est un succès collectif d'avoir fait apparaître tous ces gens magnifiques que vous avez décrits. Je pense à Adrien Quatennens, Hugo Bernalicis, Mathilde Panot, Daniel Obono, tous mes amis. Parce que ça montre qu'il y a un groupe. Et souvent, quand vous m'invitiez ici même, alors on m'invite gentiment, puis on me disait, bon, à part Mélenchon, il y a personne. Ce qui était gentil déjà quand t'es porte-parole de quelqu'un. Il y avait vous, Éric Coquerel.
entre elles. Voilà, il y avait vous et Eric mais là, Coquerel. on montre, il y avait Eric, il y avait Daniel, il y avait Raquel Garrido, il y a des gens comme ça, mais Daniel Simonet, enfin, il y avait des visages, mais souvent on disait quand même, tout ça n'est pas grand-chose. Le fait qu'il y ait ce groupe démontre que nous sommes quelque chose d'ample, y compris avec des personnalités, je pense à François Ruffin, Clémentine Autain, qui n'étaient pas du premier cercle, et puis des jeunes. La particularité des talents que vous avez révélés, c'est qu'ils ont 27 ans, moi j'en ai 49, bon, ça met un petit coup au moral, mais on se dit qu'après tout, c'est une école de pensée, un grand mouvement intellectuel qu'est la France Insoumise. Alors justement, on va y revenir à la France Insoumise, on va revenir à l'avenir de ce mouvement, essayer de comprendre aussi cette pratique de la politique qui étonne dans le paysage politique post-élection présidentielle, mais d'abord l'actualité et la mobilisation qui s'organise contre la loi travail. Françoise Fressoz. Oui, et d'abord une question, pourquoi est-ce que vous avez pris pour vos troupes ou pour vous-même le terme fainéant brandi par Emmanuel Macron, alors que lui dit non, moi je m'en prenais aux précédents gouvernants qui n'ont rien fait contre le chômage. Non, mais déjà, dans son discours, il ne s'en prend pas auprès. C'est vous, après, qui reprenez la communication de l'Élysée, qui sort les rames et qui cherche à expliquer, évidemment, que c'est peut-être pas le moment de provoquer le peuple français, parce que tout le monde l'a pris pour ce que c'est. C'est une provocation. Quiconque s'oppose à lui, à l'égard de qui, à l'égard de ceux qui s'opposent à ces réformes. Cette vision manichéenne, un poil nombriliste, de morale bourgeoise, dans ce cas-là, d'arrogant. Quiconque s'oppose à moi est un feignant, un cynique. Je suis le seul. Enfin, c'est cette vision sectaire des questions économiques de quelqu'un qui par ailleurs avait présidé. Oui, mais qui sur le plan intellectuel, je vais reprendre ces mots, est feignante parce que feignante intellectuellement. Ce que fait Macron sur le code du travail, c'est ce que font les gouvernements successifs depuis 15 ans. Et cynique parce que c'est du cynisme justement que de faire croire qu'on va changer les choses alors qu'en fait fondamentalement on continue l'œuvre de François Hollande. C'est extrémiste parce que ce à quoi il répond, c'est la fraction extrémiste du patronat français qui représente pas les patrons, ceux du MEDEF qui en permanence veulent toujours plus de cadeaux qui leur sont faits et toujours moins de droits de travail. Non mais c'est merveilleux parce qu'il vous a fait, on l'entend, il vous a fait puis Jeff Wittenberg. Il vous a fait un cadeau magnifique là quand même, Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a un surmoi du personnage qui revient souvent. Est-ce que c'est une stratégie de provocation ? Parce qu'elles n'étaient pas sûres de fonctionner quand même vos manifestations. Là, à coup sûr, il y a du monde qui va se déplacer. Il vous fait un cadeau extraordinaire. Ça, j'en sais rien. Moi, je fais pas le malin. Il faut travailler. Il y a rien d'acquis dans ce pays. C'est pas parce que c'est choquant et c'est violent la réforme du code du travail que le 12 sera un grand succès, que même le 23 sera un succès. Donc la déferlante, vous y croyez moyen? La déferlante appelée par Mélenchon, vous y croyez moyen? J'y crois par définition parce que j'ai l'optimisme de ceux qui sont convaincus par les idées. Mais je sais que ça ne tombera pas du ciel. Il y a 3 millions de tracts qui ont été diffusés par la France Insoumise, d'argumentaires, vous m'invitez, je vous en remercie. Faut qu'on fasse le boulot, essayer de faire en sorte que les arguments soient entendus. Vous savez, les Français sont dans un moment, je crois qu'ils n'apprécient pas ce que fait Emmanuel Macron, mais ils peuvent aussi s'interroger. Mais pas sûr que la mobilisation soit à la hauteur. Jeff Wittenberg. Je le souhaite, mais je dis qu'elle ne tombera pas, elle n'est pas évidente. Vous parlez justement du regard des Français. Est-ce que vous avez vu ce sondage publié il y a quelques jours qui montre qu'actuellement, une majorité courte, certes, de Français approuveraient la loi travail telle qu'elle a été présentée par la ministre et Muriel Pénicaud et le Premier ministre? On est loin des chiffres d'avant l'été. Est-ce que peut-être l'opération pédagogie et les différentes réunions qui ont été organisées avec les syndicats, est-ce qu'elles n'ont pas semé une petite graine de conviction dans l'opinion? Non, alors déjà, je ne sais pas, franchement, excusez-moi, l'étude à laquelle vous faites référence. C'est un sondage Sofres, Odoxa, paru. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est une chute de la part du président aussi, de popularité, qui selon moi est liée tout de même à ce qu'il prévoit. De toute manière, une fois de plus, on est tous, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, on a l'expérience de ces soi-disant entrées fracassantes, tout le monde est d'accord, puis sitôt que le débat s'engage, c'est-à-dire que les arguments s'échangent, progressivement, les oui qui devaient l'emporter au TCE deviennent des non. Pour vous. Il faut qu'il ait lieu, parce que je vous rappelle accessoirement que c'est depuis le 31 août, on est quel jour aujourd'hui? On est le 8, ça fait 8 jours qu'on connaît. On est même le 10, mais on est 10 jours seulement après que vraiment, vous savez, ils ont été louvoyants, manœuvriers, qui fait qu'il faut expliquer tous les dangers que comporte ce texte. Oui, elle prend, non, mais déjà le 12 sera quand même un événement, j'en suis convaincu. Je vois monter la date du 23 très fort, mais je répète, entendez bien que ce qui est fait aujourd'hui, c'est un travail militant dans tout le pays afin de convaincre sur le danger qu'il y a. La précarité en plus, le plafonnement des indemnités, le fait qu'il y a des possibilités dans 97% des entreprises de mettre en place des modifications substantielles sans passer par un représentant syndical, et ainsi de suite. Tout de même, on va licencier dans ce pays des licenciements abusifs, ça coûtera moins cher aux employeurs, on va reprolonger des CDD, on va inverser la hiérarchie des normes, c'est plus le code du travail. Les Français réussissent à entendre effectivement tous ces arguments, puisque
finalement, on s'est rendu compte que vos mots d'ordre, vous avez été obligé de les élargir. Parce que finalement, vous appelez aussi à manifester contre la baisse des APL et contre la hausse de la CSG. Ça, effectivement, ça parle aux Français. Mais sur la réforme du travail, je reviens effectivement sur ce que disait Jeff Wittenberg, on a le sentiment quand même que vous avez du mal à mobiliser sur ça. Je ne sais pas d'où vient ce sentiment. Ouais, si vous... Alors, expliquez-moi juste pourquoi vous avez élargi vos mots d'ordre. Mais parce qu'effectivement, la protestation se nourrit aujourd'hui de beaucoup de choses, et que ce dont vous parlez, c'est de la journée du 23, qui est un rassemblement citoyen. Les organisations syndicales, peut-être c'était à l'ordre du jour, on va devoir en parler, appellent, elles ont raison, le 12, en semaine, sur un temps de travail, elles appellent les salariés à faire grève, et je les invite aussi à rejoindre les organisations syndicales, et j'y serai, nous y serons, on y sera tous. Jean-Luc Mélenchon y sera? Et bien entendu. À quel endroit? Alors, c'est pas décidé, il hésitait, parce qu'à Marseille, une ville volcan aussi, où il y a des grosses mobilisations, et ça peut être utile qu'il soit à Marseille. Mais il a un double statut, Jean-Luc, c'est qu'il est à la fois un député de Marseille, et aussi une figure nationale. Et le leader Maximo, en quelque sorte. Non, mais le général. Françoise Fressoz, on se parlait gentiment. Je vais commencer, c'est vous voyez. Non, mais j'aimerais que ceux qui nous écoutent se disent que la première provocation n'est pas venue du mal élevé que je suis, mais de Françoise Fressoz. Leader Maximo est une insulte inventée par les opposants à Fidel Castro. Je vous informe que c'est pas du tout un terme qu'utilise le régime cubain. Alors quel mot faudrait-il employer? Césarisme. Le maître. Ça c'est Gramsci pour le coup. Non mais général, attendez, Jean-Luc Mélenchon, le mot c'est il a été candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui et il est effectivement un des principaux porte-parole de notre mouvement. Et donc vous avez bien remarqué dans notre portrait que notre mouvement aujourd'hui s'élargit à plein de figures. Mais évidemment Jean-Luc, par la personnalité, une double candidature à l'élection présidentielle et puis tout de même certains talents. Parce que moi, je veux bien qu'on n'ait pas le droit dans ce pays de dire du bien des gens, mais c'est un homme qui a un talent, une expérience, une énergie qui rassemble. Parce que tout de même, est-ce qu'on pourra remarquer quand même que cet homme a marqué l'histoire de notre pays, a fait près de 20% des voix, et il n'est pas en permanence cette cible sur laquelle il est bon ton d'envoyer des cailloux, n'est-ce pas, madame Jeff Wittenberg. Monsieur Corbière, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des critiques contre Jean-Luc Mélenchon, comme on observe cela dans tous les partis, au sein du vôtre? Et bien sûr. Mais on les entend pas. On a l'impression que vraiment tout le monde est derrière le chef chez vous. Non mais attendez, on n'est pas dans un truc nombriliste où il faut en permanence inviter les médias pour dire des discussions ananas, où le ton monte entre nous, des questions stratégiques. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire, par exemple? Mais quel intérêt nous avons à, si ce n'est ce côté absolument nombriliste de trou de la serrure, de mener toute discussion? Pour nous montrer que quand on est insoumis, on peut même être insoumis à Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, mais rien que la question, cher Ali Badou, Alexis Corbière. Non mais, nous, on pense que l'efficacité vient à ce qu'on fasse tous ensemble la même chose, qu'on est et qu'en même temps, vous avez vu des personnalités, je pense une fois de plus que j'évoquais le nom de François Ruffin, Clémentine Autain, Daniel Obono, etc. Je veux dire, on rassemble des gens qui n'étaient pas au point de départ de cette famille-là. Mais non, mais il faut quand même apprécier le caractère, le tempérament et le discours fleuri souvent de Jean-Luc Mélenchon pour pouvoir effectivement travailler autour de lui. Enfin, on imagine. Mais attendez, République en marche est une république bananière dans lequel un député République en marche n'a pas le droit, il est là pour lever le bras. Est-ce que vous passez votre temps chaque fois que vous invitez un République en marche à lui expliquer le régime autocratique qui existe dans ce mouvement? Oui. On pose la question. Non, je l'ai moins vu. Par contre, je veux dire, oui, Jean-Luc Mélenchon, il est le premier d'entre nous, le porte-parole, mais nous avons des discussions. On en a eu plein. Et Jean-Luc est le premier d'ailleurs à avoir besoin d'un collectif autour de lui pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et évidemment, mais quand vient le moment de l'action, autant que possible, nous pensons que notre efficacité vient du fait que les états d'âme. Parce que, je vais vous dire une dernière chose. Je connais la technique journalistique. Si tu veux une tribune dans l'IB, il est de bon ton de dire je suis pas d'accord avec Mélenchon, etc. Bon, souffrez du fait que nos égos sont peut-être moins boursouflés qu'ailleurs et que quand les uns et les autres nous avons des discussions. Il y a malgré tout des égos, vous ne pouvez pas le nier. Mais bien entendu. Mais vous aussi, vous en avez un, il n'y a pas de problème. Évidemment. C'est même un moteur. Non, la question qui était au point de départ, et je l'ai bien compris, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un autocrate, etc. Non, la question c'est que dans un mouvement qui se veut horizontal, qui se veut différent des autres partis hiérarchisés, il y a malgré tout une tentation de ce qu'on appelle le césarisme, et c'est pas une insulte, c'est une catégorie politique. Parce que comme moi je fais comme vous, je connais un peu la politique, le césarisme, qui est une forme aussi, on va qualifier dire des grands mots de bonapartisme, c'est-à-dire un personnage au-dessus de tout, etc. Je ne vis pas ce que nous faisons comme cela. Après, il y a un problème, c'est que nous sommes en 5e République. Moi, je veux bien qu'on présente 17 personnes à l'élection présidentielle. Sur le bulletin de vote, ça va être compliqué. Donc, faut un nom. Après, il y a une chose qui est le système médiatique aussi, qui fait que vous avez un homme qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Rien que son nom est un problème.
programme. Donc ça simplifie pour des millions de gens. Déjà, non mais voyez, donc on utilise les outils les plus efficaces. Et Jean-Luc est devenu cet outil efficace. Et c'est quand même quelque chose qu'on a construit et qui est un acquis fondamental dans la période. Pour en revenir à l'actualité. Je parle vite avec un temps enflammé. Je pense qu'il y a un débat aujourd'hui sur quel est votre positionnement par rapport aux syndicats. On a bien vu que la CGT hésitait, en tout cas était mal à l'aise à vouloir que vous soyez à la manifestation. Donc comment est-ce que vous allez régler ce problème avec la CGT? Il y a trois manifestations, le 12, le 21 CGT et puis vous le 23. Alors est-ce que c'est la meilleure façon d'essayer d'avoir ce que vous dites, une révolution? La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est ça? Non, alors là encore, je vous aime bien Françoise Fressoz, mais arrêtez ce truc qui est un malaise, blablabla. Ça c'est un thème de rentrée, comme quoi il y avait un grand problème. Disait, Martinez, Mélenchon ne pourrait pas s'encadrer. On a rencontré Philippe Martinez qui est venu à l'Assemblée nationale. On a passé 2 heures de discussion. Non, mais vous êtes en concurrence, ça c'est indiscutable. Mais non, mais attendez. Mais la rencontre, c'était Jean-Luc Mélenchon, on évaluera celle qui a le plus rassemblé. On n'est pas des dirigeants syndicaux. Moi, je vais dire à ce micro, gloire aux organisations syndicales qui appellent au 12 septembre. Heureusement qu'elles sont là, elles tiennent la tranchée. Les analyses de Philippe Martinez, de Solidaire, de la FSU, de toute une série d'organisations syndicales qui portent un regard critique et identique et convergent avec ce que nous disons, elles jouent un rôle positif. Avouez que les citoyens puissent être perdus. Pas du tout. 3 dates différentes. Mais non, attendez, des organisations syndicales qui ne joignent pas. Les citoyens, ils ont un cerveau qui leur permet de se dire, je vais peut-être manifester le 12 et 11 jours plus tard, je peux venir le 23. Et même le 21. Et vous avez même le 21, très bien. Une date 2 jours avant la vôtre. Mais c'est là où on sent quand même qu'il y a un petit problème entre vous et la CGT. C'est vous qui voulez inventer un problème. Pourquoi ils ont rajouté une date 2 jours avant la vôtre? Je vais essayer de vous répondre. C'est que, en semaine, évidemment, une organisation syndicale, elle invite les salariés, en semaine, à faire une journée de grève et à se mobiliser. Nous appelons à une journée citoyenne, un samedi, qui peut rassembler plus largement, et vous l'avez bien pointé, sur beaucoup de motifs de protestation. Que ce soit l'exercice tout simplement, on va dire, de cette très monarchie présidentielle de Macron qui agace un peu. Que ce soit, moi il y a des gens qui m'ont dit 26 000 € pour se faire maquiller, c'est insupportable. Vous avez plein de motifs aujourd'hui de protestation. Bien sûr, les 5 euros en moins des appels, c'est choquant. Est-ce que les Français l'ont bien vu, 5 euros en moins pour 6,8 millions de Français les plus modestes, alors que ce gouvernement prévoit de rendre 3 milliards d'euros à la poignée d'ultra-riches grâce ou à cause de sa réforme de l'ISF. Qui peut justifier? Moi, j'ai discuté parfois avec des collègues de la République en marche et députés. Qui peut m'expliquer qui ne voit pas le problème dans ce pays où il y a déjà beaucoup de pauvreté, qu'on va, pour récupérer 97 millions d'euros, prendre aux plus modestes et rendre aux plus riches à cette poignée du travail. C'est délirant et c'est l'expression d'un président qui se vit comme le président des riches. Bref, il y a beaucoup de motifs de manifestation. Oui. Je voulais dire 2 mots sur le syndicat. Bon, on va y venir, parce qu'on change beaucoup de sujets, les amis. Là, c'est dur, hein. Non, mais on peut très bien manifester en semaine à l'appel des syndicats et se retrouver le 23 avec, à l'appel. Avec qui d'ailleurs? Avec qui? Eh ben, j'ai vu, nous au point de départ, Benoît Hamon maintenant et tous ceux qui veulent aujourd'hui dire non aujourd'hui à ce gouvernement. France Inter, question politique. Toujours en compagnie de notre invité, le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Il y a malgré tout ce qui va se passer dans la rue et que vous espérez important. Et puis, il y a votre travail au Parlement. C'est complémentaire, ce sont 2 manières de vous opposer à des réformes. Mais dans ces cas-là, on se dit à quoi sert le travail que vous faites au Parlement, à l'Assemblée nationale? Bah écoutez, on va quand même... J'espère que, à travers vous, ceux qui se poseraient la question, qu'ils acceptent l'idée qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Donc, on continue à se faire entendre. Moi, j'ai été élu député. C'était un grand honneur. Par ailleurs, franchement, que je prends comme tel, qu'il faut prendre au sérieux. Donc, nous travaillons. On est le groupe qui avons le plus travaillé en termes de présence, dépôt d'amendements, etc. Pour montrer de quelle manière nous portons une critique, mais qui se vit aussi comme la voie d'un projet alternatif. Mais ça se joue pas au Parlement. Aucun de nos amendements a été intégré. À tel point qu'il y a une petite vidéo qui avait buzzé avec mon ami Adrien qui demandait à la rapporteuse en commission, qui lui avait dit, Madame la rapporteuse, combien ça fait 2 heures qu'on travaille, pouvez-vous juste m'indiquer combien d'amendements avez-vous intégré et d'autres pas? Et l'autre en rigolant, il dit 0. On se souvient de la scène. Montre bien. Non mais c'est éloquent parce que ce qui se passe, c'est que vous avez ce que je vais appeler cette arrogance, ce côté un peu grisé par une victoire de la part de République En Marche, qui pense que rien n'existe à part eux. Et qui amène d'ailleurs ces dérapages verbaux, à mon avis, de la part du président. Donc ça ne sert à rien ce que vous faites au Parlement? Non, ça nourrit le fait que dans chacune de nos critiques, il y a une pédagogie de résistance. Ce que je trouve formidable aujourd'hui, c'est que les débats n'ont plus lieu seulement au sein de l'hémicycle. La moindre intervention qui a lieu à minuit, que nous intervenons, c'est filmé, on le met en ligne, fait des milliers de vues. Et ça, c'est génial. Premièrement, ça intéresse les Français au débat parlementaire. Au combat politique. Moi, je trouve ça bien. Ce que nous disons permet à des gens de trouver des arguments. On fait le job.
Mais évidemment, on sait qu'on est plus fort si on s'appuie sur une société mobilisée. Parce que nous, on pense qu'effectivement, dans une démocratie, il y a le temps des élections, mais il y a aussi la société qui doit rester active. Et même on est pour une 6e République où les citoyens pourraient garder des droits de contrôle, le droit de révoquer les élus s'ils sont pas d'accord, etc., etc. François Sur la finalité de votre action, à plusieurs moments, vous avez dit à la France Insoumise, Macron ne pourra pas finir son mandat. Quelle est votre finalité? C'est des manifestations de rue qui détruisent le régime? C'est une opposition systématique au Parlement pour être le premier opposant? Qu'est-ce que vous voulez? Et comment vous allez vous y prendre pour arriver à vos fins? Attendez, premièrement... Il va pas tout nous dévoiler, je crois. Non, mais attendez, là aussi... Inquiétude, quasi l'impression qu'on était devenu une espèce de groupuscule prêt à un putsch, je sais pas quoi. L'analyse que je porte, moi, est que ce phénomène qu'on a vu durant les élections présidentielles et législatives, qu'on a appelé ce moment de dégagisme, qui n'est pas une théorie politique ni un programme, mais un état d'exaspération de la société, qui a fracassé des organisations traditionnelles qui ont structuré la vie politique pendant des décennies, à un point qu'il faut pas sous-estimer. J'aimerais en dire 2 mots. Le Parti socialiste, je m'acharne pas sur lui, mais aux élections législatives, le nombre d'électeurs inscrits qui est venu voter PS, c'est 3,5%. Ça veut dire que ce grand parti qui, il y a 5 ans, gagnait la présidence, était majoritaire à l'Assemblée, au Sénat, etc., 3,5%. Ça veut dire quelque chose. Et la droite aussi est touchée. Il y a un grand bouleversement, une aspiration au changement, une colère. Et je crois que République En Marche, avec ses ambiguïtés, ses louvoiements, ses astuces, n'arrivera pas à stabiliser cette mer agitée. Et je dis surtout, s'ils croient qu'après avoir fait croire qu'ils étaient l'outil d'un grand changement, le monde nouveau, blablabla, qui reconduisent la même politique, ce pays turbulent va se remettre en marche. Vous n'avez pas complètement répondu à Françoise Fresso. Non, mais attends. Mais là, démocratiquement, j'ai pas d'autre outil. Évidemment. Nous appellerons à des manifestations. Nous jouerons notre rôle à l'Assemblée nationale. Mais ce que j'ai dit, c'est que si ce gouvernement est scotché dans des intentions d'opinion quand il est extrêmement bas, si chaque fois qu'il propose quelque chose, il y a de la protestation, il serait bon qu'ils reviennent devant les électeurs pour éventuellement dire où on en est. Parce que. Justement, alors, Emmanuel Macron, pour vous, est-il légitime? Mais il a été élu. Non, mais je vous pose la question uniquement pour clarifier les choses. Non, mais j'entends bien. Il est le président de la République. Il a été élu. Il est le président de la 5e République. Mais vous ne souhaitez pas qu'il aille jusqu'au bout de son mandat? Non, mais je souhaite que sa politique soit stoppée. Non, mais après, c'est une tarte à la crème de dire ça. Moi, j'ai pas d'autres moyens. Déjà, il serait bon qu'il écoute si nous faisons notre travail, s'il y a des mobilisations, s'il y a des études d'opinion qui démontrent qu'il est minoritaire, si lors des prochains rendez-vous électoraux, il est systématiquement lourdement battu, tout de même. Observez, retournons la question. Vous trouvez démocratique un pays où un homme est totalement en hostilité vis-à-vis de sa population, mais continue? Est-ce qu'on peut pas interroger, finalement, la dernière année, je prends un exemple concret, de François Hollande, où il était décrié de tout, à tel point qu'il peut même pas se représenter, on aurait pu trouver démocratique qui disent, écoutez... il a été élu, il a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et le mandat, c'est 5 ans. Le mandat, c'est 5 ans. Non, mais ça, c'est... C'est la démocratie, ça, c'est les institutions. Non, c'est pas la démocratie, c'est la 5e République. Moi, je crois, ce que je veux dire, c'est qu'il est démocratique. Observez, sinon, ce n'est pas, selon moi, tolérable qu'on soit élu et qu'au bout d'un moment, on se retrouve en situation où ce que vous faites est totalement contraire à ce qu'attend votre peuple. Donc, il n'est pas légitime. Alexis Corbière, c'est un... Derrière le mot légitime, comment dirais-je? Les mots ont leur sens en politique. Il a été élu, c'est pas mon problème. Il a été élu sur un programme, Alexis Corbière, qui comprenait notamment cette loi travail. Jean-Luc Mélenchon a encore expliqué cette semaine qu'il ne l'avait pas mis dans son programme. Bien sûr, et il a raison, Jean-Luc. C'était noir sur blanc écrit non. qu'il réformerait le travail en France. Il l'a dit. Mais moi aussi, je suis pour réformer le code du travail. Non, mais c'est des tartes à la crème. Comment pouvez-vous contester la légitimité de quelqu'un qui a été élu il y a 4 mois? 4 mois et très nettement et assez devant vous lors du premier tour. Alexis Corbière. Sur le fond. Premièrement, Jeff Wittenberg, le parlementaire que je suis a découvert la nature et les détails de cette réforme du code du travail comme vous le 31 août. Ne me dites pas que c'était dans son programme. Ce n'était pas dans son programme. D'accord? C'est pas vrai. Dans son programme, il était dit qu'il en passerait par des ordonnances pour réformer le code du travail. D'accord, mais je répète, il n'y avait pas le détail. Moi aussi, je peux dire, moi je suis pour modifier le code du travail, je suis pour donner plus de pouvoir aux salariés, je suis pour limiter les salaires dans l'entreprise, faire une échelle de 1. Donc c'est une banalité. Cette espèce de novlangue aujourd'hui, qui consiste à dire des mots, faut réformer, etc. Moi je suis pour des réformes. Les Français ne donnent pas l'impression d'être pris en traître sur cette question. Ça c'est vous qui le dites. Deuxièmement, au premier tour de l'élection présidentielle,
au premier tour de l'élection présidentielle, M. Macron a obtenu 24%, vous me corrigez si je dis une bêtise, ce qui reporté au nombre d'électeurs inscrits représente 18%. Il se retrouve au second tour, très bien, merci, d'accord, mais je parle du résultat qui a eu lieu, on parle du président de la République. Vous savez, celui qui est président de la République, je le dis à ce micro, que ce soit clair. Emmanuel, si tu m'écoutes, tu es président de la République. Il y en a même un généalogue qui s'est amusé à dire, je suis un cousin très éloigné, il faut remonter au XVIe siècle, d'Emmanuel Macron. Donc, sortant de ce débat stérile. Ce que je veux dire, c'est qu'il se retrouve au second tour face à Madame Le Pen, où il y a un rejet évidemment de l'extrême droite. Mais ça lui donne une base assez faible de mon point de vue. Deuxièmement, à l'occasion des élections législatives, idem, il y a eu près de 50% des Français qui sont pas allés voter. Soit ça, quand on dirige un grand pays, on doit le comprendre. Mais ça, sur le fait qu'il n'est pas exact, que lui a été donné... Aux législatives, Alexis Corbière, vous avez été élu largement, mais avec 60% d'abstention. Ouais, Jean-Luc Mélenchon, non, mais c'est pas grave. Élu député lui aussi des Bouches-du-Rhône, avec une abstention de 65%. Mais la critique se porte aussi sur nous, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. Oui, donc ça met les compteurs à zéro quand même. Enfin, Qu'est-ce qu'on avait prévu, nous, avec Jean-Luc Mélenchon, le programme L'Avenir en commun, de dire si nous sommes élus, il faudra faire une assemblée constituante. Il y a un problème. Ça ne peut pas rester dans l'angle mort de tous, de moi, de tout le monde, sur le fait que j'en ai rien à fiche quand un Français sur deux n'est pas venu voter. Ça veut dire quelque chose. Et si tu crois, pardon de ce tutoiement, si celui qui est élu croit qu'il a la légitimité pour dire j'ai été élu et je peux remettre en cause quelque chose de fondamental comme le code du travail, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais surtout, il violente les Français. C'est moi qui suis un démocrate. C'est nous qui sommes les démocrates. Et je dis que ces institutions autoritaires peuvent permettre à M. Macron de rester 5 ans et de violenter le peuple français. Il peut le faire, il n'y a pas de problème. Je n'irai pas avec un bâton le sortir de l'Élysée. Je suis contre la violence. Mais la violence qui consiste à dire, une fois que je suis élu, ces institutions monarchiques me permettent de maltraiter le peuple français, de maltraiter le Parlement, de dire que sitôt qu'on s'oppose à moi, on est un feignant, etc. Pas mal les organisations syndicales, notamment Force Ouvrière, Jeff, qui ont considéré que le dialogue Force Ouvrière, vous avez suivi le débat qui a eu lieu en interne, c'est un peu plus compliqué. On va s'arrêter là. Françoise Fressoz, encore une question sur le sujet et on va passer au problème européen. Mais je suis un opposant, c'est la vérité. Mélenchon, principal opposant de Macron, et Macron très content que Mélenchon soit le principal opposant. Pourquoi ? Parce que génial, ça fait peur, j'adore. Ça fait peur et tout. Oui. Comment vous sortez de ce piège-là ? Parce que vous pouvez être la figure de l'opposant sans jamais arriver... Aucun piège. Vous connaissez la phrase, quand les choses vous échappent, feignons de les organiser. Évidemment, à Matignon, ça c'est, ou à l'Élysée, la dernière astuce, c'est, ouais, ça me va, Mélenchon, super. Enfin, en attendant, on a fait sortir la mère Le Pen aussi. Il est de bon ton, de la refaire sortir de sa boîte, qui nous tape dessus. C'est nous, les islamo-trotskistes. Voilà. Elle vous a accusé d'être des islamo-trotskistes, un salmigondi de contestataires qui puisent leur inspiration dans les pires dictatures. Je mets des guillemets partout. Le complice judéo-bolchevique. Après, à la 19e, c'était les francs-maçons, les radicaux, etc. Là, maintenant, c'est les islamo-trotskistes. Bon, bref, tout ça est un charabia d'extrême droite. Mais ce que je veux dire, le coup de Mélenchon, ça aide le pouvoir, c'est une blague. Mais ça fait peur, Mélenchon, ça fait peur. C'est la déferlante dans la rue, ça fait peur. Mais ça fait. Et donc ça consolide Macron. Macron. La déferlante dans la rue, ça fait peur. Non mais ça fait peur à qui ? Je ne sais pas. Mais dans ce pays, vous savez, moi je suis prof d'histoire. Vous entretenez de la tension, vous entretenez blague, de la radicalité dans une France qui est déjà sous tension et radicale. Madame. Donc on a l'impression que vous soufflez en fait sur des braises. Je vais votre cerveau à se mettre à changer d'opinion là. Oh clac. Et un autre point de vue. Ceux qui créent de la tension. Non mais parce que vous m'aimez bien. Laissez-le répondre. Non mais j'espère que vous prenez mon franc-parler comme uniquement une manifestation de mon côté méditerranéen. Je vous en prie. Héroleté. Merci. Biterrois. Merci. La tension, elle vient aussi de réformes que prévoit ce gouvernement. Emmanuel Macron gouverne en mettant la société en état de tension. Ce qu'il fait, parce que c'est un homme très intelligent. Le coup des feignants cyniques extrémistes, c'est pour mettre la société sous tension. Il sait très bien. Il a compris l'état du pays de toute manière. Il veut singer une forme d'affrontement et il veut faire entendre à certains secteurs de la société pourquoi lui il va aller jusqu'au bout, il va casser des choses qui existaient jusque-là, notamment un droit. Donc vous répondez à la radicalité par la radicalité. Jean-Luc Mélenchon a réagi dans l'heure qui a suivi l'emploi du mot feignant par le président. Donc c'était pain béni, si j'ose dire, pour vous, cette expression. Mais un cadeau. Qu'est-ce que vous voulez que je... Non, oui, nous on est réactifs, excusez-nous, on n'est pas feignants justement, et on n'est pas en train de s'endormir, on observe ce que fait le président, et on a plutôt raison de faire ça. Mais ce que je veux dire, ce qui est l'attention que vous décrivez dans la société, c'est 9 millions de Français sous le seuil de pauvreté, c'est des gens au chômage, c'est des inégalités. Je veux dire, j'ai beaucoup de défauts, je veux bien, mais arrêtez tout de même de faire croire que le problème de ce pays, c'est l'attention que met en place la France insoumise. L'attention, c'est des gens qui ont du mal à finir les fins du mois, c'est qui sont inquiets des licenciements.
et qui n'ont pas l'impression, avec ce président, qu'on va protéger un petit peu plus les plus défavorisés, mais qui ont l'impression, parce que c'est même théorisé, qu'au nom de la théorie du ruissellement, faut rendre 3 milliards d'euros aux plus riches, parce qu'ils vont bien se goinfrer, les miettes seront peut-être plus importantes, retombant de la table du festin. Non, c'est théorie économique plutôt délirante, mais en plus feignante, je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que la continuité de choses qu'on a déjà vues. Donc moi, je ne mets pas de tension dans la société, je cherche au contraire qu'il y ait un apaisement. Je pense d'ailleurs que ces institutions, je termine là-dessus, étant assez autoritaire et brutal, un passage en 6e République, à l'occasion d'un grand débat démocratique, dans le cadre d'une assemblée constituante, fidèle à l'histoire du pays, pourrait permettre que désormais le citoyen puisse gagner des droits nouveaux de contrôle sur les élus, la prise en compte du vote blanc, le droit de révoquer, je l'ai évoqué tout à l'heure, constitutionnaliser la règle verte, avec le fait que notre système économique... le programme, oui, effectivement. Non, mais qui a été le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais pardon de redérouler, c'est-à-dire que c'est ça qui créerait de l'apaisement, de la démocratie, de l'attachement à l'action civique, de l'attachement à la République. C'est pas dire vive les riches et les autres, allez vous faire voir les feignants. Pour comprendre ce qu'est la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a posté un blog assez long pour définir l'insoumission. Pas une fois, il n'emploie le mot de gauche. Comment l'expliquer? Le mot est absent. Ouais, comme durant toute l'élection présidentielle, me semble-t-il, effectivement. Mais être insoumis, est-ce que c'est être de gauche? Oui, enfin, moi je suis un homme de gauche, et Jean-Luc Mélenchon aussi. Mais être insoumis, c'est participer à reforger un champ culturel nouveau, politique, qui bien sûr s'inspire de la longue histoire de ce pays. Et bien sûr que la majorité des gens de gauche se reconnaissent dans la France insoumise. Mais c'est un terme qui est devenu extrêmement suspect. C'est-à-dire un des problèmes de la bataille. Où la bataille politique est aussi une bataille sémantique. Beaucoup de mots sont devenus louches. La gauche, c'est suspect? Pour beaucoup de gens, parce que ça s'est incarné dans des personnages, je pense notamment à François Hollande, comme des gens qui, une fois arrivés au gouvernement, ont mené des politiques qui ont été particulièrement violentes pour les milieux populaires. Si vous dites vous êtes de gauche, pour beaucoup de gens, ou y compris moi, je suis socialiste, on réclame la tradition. Il y a un autre parti qui se revendique comme ça. Pardon? Ni de droite, ni de gauche. Et moi, je dis pas ni de droite, ni de gauche. Je ne dis pas ni de droite, ni de gauche. Je ne dis pas ni de droite. Non, mais attention. Vous êtes suffisamment intelligent, observateur. Je dis qu'aujourd'hui, non, mais oui, mais le mot de gauche est piégé, c'est une réalité. Donc vous êtes de gauche, mais vous ne pouvez plus le dire parce que le mot est piégé. Mais moi, je peux concevoir surtout qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans la France insoumise, qui n'ont pas le même cheminement que moi et qui se posent pas la question. Moi, j'ai un parcours politique que vous avez évoqué, mais qui tout simplement se disent, voilà, il faut être un partageux, écologiste, etc. Bon, et c'est cette entrée-là large que nous voulons. Et puis, il faut reforger aussi une autre façon d'appréhender les choses. Nous, on se réclame, vous l'avez entendu, de théoriciens intellectuels, de ce qu'on appelle ce populisme humaniste, qui essaie de reforger à l'image de ce que font nos amis en Espagne, d'autres terminologies avec le peuple, on utilise le mot peuple, contre l'oligarchie, le nous contre le eux, etc., pour essayer d'avoir un vocabulaire politique. Pardon? Marxiste. Mais bien sûr, bien sûr. Vous êtes marxiste. Mais évidemment. Et donc, être insoumis, c'est aussi se revendiquer du marxisme. Non, être insoumis, ça n'est pas... Moi, je suis pas les insoumis. Je suis Alexis Corbière avec mon parcours, vous l'avez dit, mes obsessions, mes passions. Mais je veux dire, je demande pas à tout le monde de partager ce que je pense. On a même le droit vous évoquiez sur la Révolution française, d'en discuter pendant des heures. Franchement, c'est pas le programme. La question, revenons à l'essentiel. C'est l'avenir en commun qui nous rassemble. Et après, moi, je pense c'est pour comprendre la matrice idéologique de la France insoumise. Non, mais la matrice idéologique de la France insoumise, trouvez-la dans les textes de la France insoumise. Après, si vous me posez une question à moi, comme Jean-Luc Mélenchon, je suis d'une famille politique qui a beaucoup étudié des textes qui sont marqués après. Mais c'est marrant parce que quand on vous écoute, on a l'impression que... Oui, je m'écoute. Françoise. Dans le populisme, il y a l'idée que le leader incarne le peuple. Non. Et donc, il y a cette idée quand même de comment éviter, dans la France insoumise, le césarisme, le bonapartisme. On en revient au culte du chef. Comment vous évitez ça? Merci Françoise Fressos. Nous sommes la seule force politique qui réclame une 6e République et la fin de la monarchie présidentielle. Nous évitons cela. C'est nous qui portons la critique contre le césarisme, le bonapartisme, le culte du chef. Monsieur Macron cultive le culte du chef, le bonapartisme, le césarisme, la monarchie présidentielle. Est-ce que votre angle est tellement critique par rapport à nous que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui... C'est la définition même du populisme, c'est le leader c'est votre définition. Incarne le peuple. Mais c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, moi, je me réclame pas de ce populisme-là. C'est pas ça le sujet. Le populisme, ça ne veut rien dire par ailleurs. Il y a plusieurs. Nous, on a pris ce mot parce que c'est un mot utilisé à un moment donné pour taper contre l'extrême droite, mais qui avait comme racine le mot peuple. Et quiconque, à un moment donné, se réclamait du peuple était considéré comme étant assimilé à l'extrême droite. Donc c'est un peu de manière bravache que nous avons dit aussi, se réclamer du peuple n'est pas une insulte. Mais sortons de ça. Ce qui est fondamental dans ce que vous dites, c'est comment on sort d'un système aujourd'hui politique dans lequel nous sommes,
Le problème, c'est que Mélenchon n'est pas au pouvoir. C'est la 5e République qui est un système où se concentre énormément de pouvoir sur un homme qui, je l'ai dit tout à l'heure, a obtenu de la part des électeurs, le peuple est quand même souverain, 18% des électeurs. Mais avançons dans le débat, ne refaisons pas systématiquement la même histoire. Non, mais c'est le débat. C'est-à-dire que moi, je veux bien avoir le dos large et Françoise Fressoz n'hésite pas à nous envoyer des flèches, mais qu'on dise pas, attention, il y a un danger Mélenchon sur la concentration de pouvoir. C'est aujourd'hui, le 10 septembre 2017, nous sommes dans un système et on ne le voit même plus. Et au moins, ça vous permet d'exprimer les choses très clairement. Je vous en remercie, mais moi je parle fort, mais je suis d'accord, je suis content d'État, il n'y a pas de souci. Mais je vous en remercie, mais ne perdons pas de vue la réalité. Nous sommes aujourd'hui en France dans un système qui d'ailleurs est assez singulier sur la planète, où il y a énormément de pouvoir concentré sur un homme. Et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on parle de lui, et les insoumis sont pour la 6e République et un système qui brise la monarchie présidentielle et qui donne enfin un pouvoir à un Parlement démocratique. Voilà. Donc si vous êtes contre la monarchie présidentielle et tout ce que vous avez décrit, votez France Insoumise. Karine, une question et on passera ensuite à l'Europe. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je voudrais revenir sur ce parti, la France Insoumise. Ce mouvement, c'est à la mode. Vous êtes comme Emmanuel Macron, très bien. Mais vous dites, il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on s'ouvre à tout le monde peut venir, etc. Moi, ce que je constate quand même, c'est que vous n'arrivez pas à discuter avec les socialistes. Les Verts ne vous intéressent pas. Vous n'allez pas la semaine prochaine à la fête de l'Humanité. Donc, avec les communistes, c'est difficile. On a le sentiment quand même que il faut accepter de s'insoumettre, je sais pas comment dire, pour entrer dans votre mouvement. D'accord. Donc l'ouverture, elle est quand même je reprends courte, en fait. La porte est petite. J'ai compris. Alors on discute c'est l'autre versant. On discute pas avec les socialistes. On discute avec tout ce problème. Nous avons fait au Parlement une saisine du Conseil constitutionnel. Donc on fait des choses avec les députés socialistes. Maintenant, il y a un problème des socialistes. C'est que j'ai toujours pas compris s'ils sont pour ou contre le code du travail. Moi, je discute pas avec les gens pour discuter. Je discute par ailleurs avec des socialistes. Olivier Faure, président du groupe socialiste, est un homme affable et intelligent. Mais il y a un problème. Moi, je pense que le mois de septembre, est à la résistance face à l'offensive du code du travail. Je vais pas perdre mon temps à discuter avec des gens qui ne savent pas s'il faut manifester ou pas. Petit 1. Deuxièmement, vous dites, vous n'irez pas à la fête de l'UMA. Comme dirait l'autre, je vais à la fête de l'UMA. D'accord? Vous répétez pas. Non, mais parce que Jean-Luc Mélenchon n'y va pas. Pardon? Il est à la Réunion. D'accord? Il y a près d'1 million de nos concitoyens, il n'a pas pu y aller pendant la présidence. Il y sera allé sans ça. J'en sais rien, vous lui avez posé la question, mais je veux dire, je suis le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et j'irai à la fête de l'Humanité. Troisièmement, Benoît Hamon annonce cette semaine, vous auriez pu vous en féliciter. Mais non, mais vous dites, vous voulez pas, vous discutez pas. Le mouvement est plutôt aujourd'hui inverse, où des gens se disent, quels que soient les désaccords qu'ils ont avec nous. Et franchement, le 23 septembre n'est pas une grande fête à une ode à Jean-Luc Mélenchon, c'est un rassemblement citoyen pour s'opposer au gouvernement. Et il y a plein de façons. Donc venez tous. Après, on est un mouvement large dans lequel il y a des partis, il y a des gens, etc. Bon, et c'est ça qu'on va essayer. C'est pas simple de maintenir. On va en discuter. On a une convention qui va être prévue fin novembre. Voir comment on s'organise. Moi, je crois qu'il faut que ce soit des campagnes en permanence, l'action qui nous rassemble. Le France Insoumise doit être une espèce de label d'action et essayer d'éviter la structuration parfois un peu. Pas sur la partie comme avant, mais c'est un débat qu'on aura et qui que je veux pas épuiser par mon propos qui est que mon opinion personnelle là-dessus. Question politique sur France Inter. Toujours en compagnie du député de Seine-Saint-Denis, la France Insoumise, Alexis Corbière. On va passer maintenant à l'Europe, si vous le voulez bien. L'une des images fortes de cette semaine, c'était Emmanuel Macron et Alexis Tsipras, côte à côte à Athènes. Les voir côte à côte, Emmanuel Macron et votre camarade, comment il faut l'appeler, Alexis Tsipras, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Écoutez, Alexis Tsipras, on a porté des combats communs. Il a fait un choix, à mon avis, difficile, avec lequel nous on a dit qu'on n'était pas d'accord, qui était d'accepter finalement ce que l'Union européenne exigeait de lui, qui est des baisses de salaire, diminution des retraites, etc. Une politique d'austérité violente, qui à mon avis n'est toujours pas réglée. Bon voilà, je veux dire, moi je soutiens les gens qui mènent des combats communs. Alexis Tsipras. Donc Syriza, c'est plus un modèle. Non, mais il y a un choix on a le droit quand même. Je veux dire, vous aussi dans votre vie, vous avez fait des choses avec des gens en fonction de ce que vous pensiez juste. À un moment donné, on a un désaccord. On l'a dit. Je vais pas faire croire en disant vive Alexis Tsipras parce que la solidarité, parce que sinon plus personne ne comprend rien au débat. Bon voilà, aujourd'hui il s'affiche avec Emmanuel Macron. Mais je sais qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui en Grèce, tout ça n'est pas épuisé, mais voilà. Jack Littenberg, vous étiez à Athènes. Alexis Corbière, Alexis Tsipras, donc s'est affiché avec Emmanuel Macron, vous le disiez. Le discours d'Emmanuel Macron, comment vous pouvez sur le fond le contester lorsqu'il défend l'Europe des citoyens contre, je cite, l'Europe des technocrates, qu'il promet des conventions démocratiques, qu'il veut refonder l'Europe, qu'il se prononce pour une nouvelle directive sur les travailleurs détachés?
c'est quasiment votre programme. Est-ce que vous êtes défavorable, au moins sur les principes et sur les intentions, à ce que propose Macron sur le plan européen? Parce que premièrement, voilà, on a un peu éculé le truc à force, mais il y a un côté orwellien, vous savez, en référence à ce roman 1984 de George Orwell, où un pouvoir autoritaire utilise des formules inverses de ce qu'il fait. La guerre, c'est la paix, etc. Bon, on en est là. Il ne peut pas le faire seul. Mais il a dit non, ce mais qu'il ce que je veux dire, fera. on a vu ça pendant le débat à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que si tu veux défendre le code du travail, facilite les licenciements. Si tu veux lutter contre le chômage, mets en place la précarité. Bref, et alors pareil. Alors lui, il va au niveau maintenant européen, il évoque ce discours où il dit des choses à un moment donné qui sont des pures paroles verbales, d'accord? Premièrement, sur la directive des travailleurs détachés, il peut très bien considérer qu'en France, il n'y a plus de travailleurs détachés, ce qu'il ne fait pas. Où il refuse l'application sur le territoire. Par exemple, il a prouvé qu'il a pris face à la Pologne. Je sais pas. Oui, enfin, il a bavardé, etc. Non, il a fait un vrai bras de fer avec la Pologne. Il a fait un vrai bras de fer avec la Pologne, et visiblement, il est en train d'essayer d'avoir un certain nombre de pays derrière lui. Donc, reconnaissez qu'aucun autre président français avant lui n'avait osé s'attaquer à cette directive qui déplaît profondément à la France insoumise. Donc, vous avez Mais pour l'instant, c'est quoi le résultat? Vous avez un combat commun, là. Il faut peut-être l'aider. Il faut peut-être l'aider. Mais moi, je jugerai, on verra jusqu'au bout ce qui se passe. J'observe qu'il aurait très bien pu déjà dire que nous n'acceptions plus que sur le territoire national, il y ait l'application de cette directive. C'est pas le chemin qu'il prend, et tout ça est extrêmement compliqué. Mais sur le reste, franchement, de ce qu'il dit, j'ai vu, pardon de l'expression un peu, des enfilades de perles, tout de même assez conséquentes. Des listes transnationales aux prochaines élections européennes. Oh, bravo. Alors vraiment, les listes transnationales, je rappelle juste à Monsieur le Président de la République, légitimement élu, Monsieur le Président de la République, si vous m'écoutez, qu'on peut d'ores et déjà le faire. Bonjour le changement, ça existe. Tu peux très bien aujourd'hui prendre sur des listes des Européens et des gens qui n'ont pas la nationalité française. Donc bonjour la porte ouverte, enfoncez puissance 1000. Qu'est-ce que vous préconisez lorsqu'il propose de refonder l'Europe? Non mais c'est intéressant ce que me dit Ali Badou, c'est-à-dire que la grande idée, c'est un truc qui existe déjà, qui est une grande tarte à la crème, et dont je dis à ce micro que je vois très bien venir la manœuvre, ou pour éviter le choc de la politique nationale, il va essayer d'embrouiller les choses dans un grand débat européen où il dira si tu veux sanctionner Macron, ne vote pas contre moi parce que ça n'est pas ma liste, c'est la liste européenne et tout ce blablabla. D'accord? Donc je vois très bien la manœuvre. Rendez-vous en 2019 pour les élections européennes. Pardon? Rendez-vous en 2019 pour les élections européennes. Bien sûr. Parlement de la zone euro, vous y êtes favorable? Si c'est passé par la zone euro, alors qu'il faut démocratiser l'Union européenne, ou du moins essayer d'avancer sur des choses concrètes. Voilà. De quoi je parle? Moi, je suis pour arrêter cette interdiction de l'harmonisation fiscale et sociale en Europe. Arrêter de construire l'Europe uniquement en mettant des pays en concurrence les uns avec les autres, qui amènent ce dumping au niveau européen qui est terrible, qui détruit notre industrie. On connaît votre programme. Oui, voilà. Donc le Parlement de la zone euro n'est pas la réponse à ce problème fondamental, si ce n'est ramener uniquement à la question de la monnaie une construction. Budget de la zone euro. Pour équilibrer mais tout ça est généralement l'accompagnement de mesures d'austérité où moi je veux dire on mène pas des politiques uniquement en question des équilibres mais de quels sont les projets démocratiques. Est-ce que pardon, je l'ai pas entendu. Les conventions démocratiques qu'a suggéré le président Macron, c'est-à-dire que dans chaque pays de l'Union, les électeurs, les citoyens soient consultés verbalement ou en ligne. Est-ce que ça vous paraît être une idée au moins intéressante, c'est-à-dire construire une nouvelle Europe avec les gens, avec les peuples? Ça va plutôt dans votre sens. Ça, non mais tout ça me semble un grand bavardage qu'on a déjà vu de la part de gens qui, de toute manière, ont été le personnel politique qui ont violenté, notamment le peuple français, quand il s'est exprimé clairement. D'accord? Tout ça, c'est des grandes déclarations tonitruantes qui ne donnent rien. Après, on peut, comme là, je suis un peu rude, on pourra analyser concrètement une fois que le dossier sera sur la table. Mais ce grand discours tenu à l'étranger qui, se termine, on a déjà évoqué par une forme d'insulte vis-à-vis du peuple. Non, c'est deux choses différentes. C'était l'autre. Enfin bon, on va dire que c'était dans la foulée, et me semble assez désobligeant. Et de toute manière, surtout, revenons à l'essentiel, il est en Grèce où M. Macron pourrait tout de même observer les résultats magnifiques qu'ont obtenu l'Union européenne après avoir fait mettre à genoux M. Tsipras. Le peuple grec continue à tirer la langue et il devrait présenter des excuses au peuple grec. Depuis un an. Pardon? Et l'économie grecque se redresse depuis un an. D'accord. Allez le dire aux Grecs. Karine Bécard. Oui, moi je veux revenir justement sur la Grèce et sur Alexis Tsipras. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il tient un discours très pro-entreprise, très pro-business, alors qu'il a été très proche de vous à une époque. Est-ce que quand même ça veut pas dire qu'au moment où on accède aux responsabilités, on est un petit peu obligé de changer? Et donc du coup, je vous l'applique à vous. C'est-à-dire, vous rêvez de vous installer à l'Élysée. Est-ce que la réalité économique, est-ce que la réalité du pouvoir vous empêchera d'exercer le pouvoir comme vous semblez vouloir l'exercer quand vous en parlez? Il nous reste très peu de temps.
réponse la courte, question difficulté, courte. Alexis c'est Corbière. difficile, mais la difficulté, c'est que la Grèce, c'est pas la France, c'est une petite économie, 2% du PIB de l'Union européenne. Ils étaient surendettés, en grande situation difficile. Et si la France, si nous dirigeons ce pays, qui elle représente 18% du PIB de l'Union européenne, qui est une puissance majeure, sans lequel l'euro ne peut pas exister, sans lequel même l'Union européenne ne peut pas exister, nous avons des marges de manœuvre et des capacités de construction de rapports de force totalement différentes que nos amis grecs, qui ont dû mettre le genou à terre, sans quoi tout le monde leur sautait sur le dos, notamment les établissements bancaires qui avaient un poids sur l'économie grecque que nous n'est pas la même. Les banques structurelles sont domiciliées en France, on pouvait avoir, nous, un poids, je suis un peu technique, mais on a compris votre la raisonnement. puissance publique pouvait avoir un autre rapport aux banques que ce que nos amis grecs ont dû subir. Dernière question, Françoise Fressoz. Macron, c'est le pari d'arriver à faire bouger l'Europe avec Merkel. S'il y parvient, est-ce que vous changerez votre positionnement sur l'Europe ou vous resterez en absolue opposition par rapport à ce qui s'est fait? Madame Fressos, le problème, c'est que bouger l'Europe, c'est une phrase qui ne veut rien dire, on est d'accord. Moi, je suis un homme qui observe les choses. Améliorer le fonctionnement de la zone euro, mieux protéger l'Europe. Mais pour l'instant, ce que vous attendez par améliorer le fonctionnement de la zone euro est un exemple concret, on va en parler. Sitôt qu'un peuple dit « je suis surendetté, je n'en peux plus, je ne veux pas remettre un coup de ciseau dans les retraites et baisser les salaires », il se fait prendre à la gorge par Madame Merkel et Monsieur Macron. Donc cette amélioration, au nom de qui, au nom de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis pas d'accord avec ces politiques d'austérité qui sont menées, qui visent à renflouer des établissements bancaires, qui, lorsqu'ils étaient en difficulté, étaient bien contents de trouver la puissance publique pour se réenflouer après notamment la crise des subprimes et d'autres difficultés. Voilà, mais bon, l'Union européenne, vaste débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut refuser ces politiques-là. Le mot de la fin? Le mot de la fin, oui, non, il faut refuser de se soumettre. Voilà ce que nous avons dit clairement. Pardon de ce côté haché pour terminer. Merci de m'avoir invité. J'espère merci que à vous, le Alexis rythme n'était pas Corbière. trop... Au contraire, débat vivant, passionnant. Et merci. Bon, rendez-vous le 23 à tous. Le 12, on sera dans la rue. Et le 21, qu'est-ce qu'on fait? On y sera aussi. Ah bon, écoutez, à très bientôt. Ça vient de alors. sortir, c'est nouveau. Merci à tous les trois. Les meilleurs extraits de l'émission sont déjà sur le site de France Inter. Question politique continue sur Inter après le journal. Deuxième partie avec le face-à-face Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Et le débat de la semaine, l'avenir de la gauche se joue-t-il à gauche de la gauche?